Le téléphone sonna au milieu de la nuit, brisant le silence de l'appartement sombre. Sophie, les yeux encore gonflés de sommeil, décrocha et entendit la voix tremblante de son père, « Ta mère. Elle n'a pas survécu à l'accident. » Le monde s'effondra autour d'elle en un instant, la laissant seule face à un vide abyssal qui la propulsa vers une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. À 22 ans, Sophie avait toujours vécu avec sa mère à Lyon. Une existence modeste mais chaleureuse, loin des tumultes de Paris où son père, divorcé depuis des années, avait refait sa vie. La nouvelle de la mort de sa mère la frappa comme un coup de poignard, réveillant des souvenirs enfouis de disputes familiales et de secrets murmurés. Elle n'avait pas vu son père depuis 5 ans. Depuis ce jour où il avait annoncé son remariage avec Marie, une femme qu'elle n'avait rencontrée qu'une fois, lors d'un déjeuner tendu. Maintenant, avec l'enterrement à organiser et aucune famille proche pour l'aider, Sophie n'avait d'autre choix que de prendre le train pour Paris, emportant avec elle une valise remplie de vêtements froissés et un cœur chargé de regrets. Arrivée à la gare de Lyon, elle fut accueillie par son père, Jacques, un homme aux tempes grisonnantes et au regard fatigué, qui l'étreignit maladroitement. « Je suis désolé, ma fille. Viens. Marie nous attend à la maison. » La maison en question était un appartement haussmannien dans le Marais, élégant et impersonnel, où Marie, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux châtains coupés courts et au sourire forcé, l'accueillit avec une tasse de thé. « Je sais que c'est dur, Sophie. Prends ton temps pour t'installer. » Mais Sophie sentait déjà l'air chargé de non-dits, elle avait entendu des rumeurs sur Marie. Des murmures de sa mère sur « cette femme qui a brisé notre famille ». Pourtant, en observant Marie préparer le dîner ce soir-là, Sophie fut frappée par sa grâce discrète, une élégance qui contrastait avec l'austérité de son père. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités administratives et de condoléances. Sophie errait dans les rues de Paris, essayant d'échapper à l'atmosphère étouffante de l'appartement. C'est lors d'une de ces promenades qu'elle rencontra Claire, une artiste de rue peignant des portraits près du centre Pompidou. Claire avait 24 ans, des yeux verts perçants et un rire contagieux qui illumina la grisaille du jour. « Tu as l'air perdu ?» dit-elle en tendant un croquis improvisé de Sophie. « Prends-le. C'est gratuit pour les âmes en peine. » Sophie rougit, touchée par cette attention inattendue. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle sentit une étincelle de vie renaître en elle. Leur amitié naquit ainsi, autour de cafés partagés et de discussions sur l'art et la vie. Claire était ouverte sur sa sexualité, assumant fièrement son lesbianisme dans une ville qui, malgré sa réputation libérale, cachait encore des poches de conservatisme. Sophie, elle, avait toujours refoulé ses propres sentiments, élevée dans une famille catholique où l'homosexualité était un sujet tabou. « Ma mère m'aurait tuée si elle avait su », confia-t-elle un soir à Claire, après un verre de vin de trop. Claire posa sa main sur la sienne, un geste simple qui envoya des frissons le long de son bras. « Et toi, Sophie, qu'est-ce qui te retient ?» La question plana, lourde de promesses et de dangers. De retour à l'appartement, Sophie surprit une conversation entre son père et Marie. « Elle reste combien de temps ?» demanda Jacques d'un ton irrité. « Je ne veux pas que ça bouleverse notre vie. » Marie répondit calmement, « C'est ta fille. Jacques. Elle a besoin de nous. Et qui sait? Peut-être que ça nous fera du bien à tous. » Sophie se retira dans sa chambre, le cœur serré. Elle commença à remarquer les regards que Marie posait sur elle. Une mixture de compassion et de quelque chose d'indéfinissable. Était-ce de la pitié? Ou autre chose? Les nuits devinrent agitées.
Hantée par des rêves où Claire et Marie se confondaient, amplifiant ses doutes intérieurs. Au fil des semaines, Sophie s'intégra tant bien que mal à cette nouvelle famille. Elle trouva un petit job dans une librairie du quartier latin, un moyen d'échapper à la tension domestique. Mais les conflits surgissaient inévitablement. Un dîner familial tourna au vinaigre quand Jacques, après avoir lu un article sur les droits LGBT, lança « Ces gens-là cherchent juste à détruire la famille traditionnelle ». Sophie sentit son estomac se nouer, elle pensa à Claire. À leur promenade main dans la main le long de la Seine. Marie, quant à elle, resta silencieuse. Mais ses yeux trahissaient une douleur ancienne. Plus tard, seule avec Sophie, elle murmura, « Ton père est d'une autre génération. Ne le juge pas trop Archie. » Sophie hocha la tête. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment pouvait-elle vivre sous ce toit en cachant qui elle était vraiment? Claire devint son ancre dans cette tempête. Elle passait des après-midi entiers à explorer Paris. Des musées au café caché. Un jour, sous un pont, Claire l'embrassa pour la première fois. Ce fut un baiser doux, chargé d'émotions refoulées, qui fit exploser en Sophie un tourbillon de joie et de terreur. « Je t'aime », murmura Claire. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, « Moi aussi. Mais c'est compliqué. Compliqué parce que son père ne comprendrait jamais. Compliqué parce que Marie semblait observer leurs allées et venues avec une inquiétude croissante. La pression montait. Sophie rentrait tard, évitant les questions de son père. Une nuit, il l'attendit dans le salon. « Où étais-tu? Avec qui ?» demanda-t-il d'un ton accusateur. Sophie mentit, prétextant des amis de la librairie. Mais le mensonge pesait lourd, érodant son âme. Marie, témoin silencieuse, proposa un jour une promenade seule à seule. « Je sais ce que c'est que de cacher qui on est, » confia-t-elle soudain, arrêtée devant la vitrine d'une galerie d'art. Sophie la regarda, stupéfaite. « Quoi ?» Marie baissa les yeux, « Avant ton père ? J'ai aimé une femme. Ça a brisé ma vie précédente. » Cette révélation ouvrit une brèche, reliant leur douleur en un lien inattendu. Pourtant, cette confidence ne fit qu'amplifier les tensions. Sophie se sentait trahie par le passé de Marie, se demandant pourquoi elle avait choisi une vie hétéronormative avec son père. « Tu as sacrifié ton bonheur, pourquoi ? » Pour lui, lança-t-elle un soir, lors d'une dispute chuchotée. Marie pleura, « Pour survivre ? » Sophie. La société n'est pas aussi tolérante qu'elle le prétend. Ces mots résonnèrent en Sophie, la forçant à confronter ses propres choix. Devait-elle avouer à son père? Ou continuer à mentir? Au risque de perdre Claire? Le climax de cette première phase approchait. Lors d'une fête de famille pour l'anniversaire de Jacques, Claire apparut inopinément, invitée par Sophie dans un acte de rébellion. Les regards se croisèrent. Les mains se frôlèrent sous la table. Mais Jacques remarqua quelque chose. « Qui est cette fille ?» demanda-t-il plus tard. Le ton suspicieux. « Sophie. » Le cœur battant, répondit, « Une amie. » Mais le doute était semé. Et la nuit se termina en silence pesant, préfigurant les tempêtes à venir. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans l'appartement. Sophie évitait son père autant que possible, se réfugiant dans son travail à la librairie où les livres offraient un échappatoire temporaire à ses tourments intérieurs. Claire, de son côté, pressait pour plus de transparence. « Combien de temps vas-tu te cacher ? » Sophie. Notre amour mérite d'être vécu au grand jour. » Ces mots la hantaient, la poussant à questionner ses priorités.
Était-ce lâche de sa part de prioriser la paix familiale au détriment de son bonheur personnel? Marie, quant à elle, devint une confidente inattendue. Lors d'une soirée pluvieuse, elles s'assirent dans la cuisine, un verre de vin à la main. J'ai quitté ma compagne parce que ma famille m'a forcé, avoua Marie, la voix brisée. Ils m'ont menacé de me déshériter, de me rejeter. J'ai choisi la sécurité, mais le regret me ronge chaque jour. Sophie écouta, les larmes coulant silencieusement. Elle vit en Marie un miroir de ce qu'elle pourrait devenir, une femme piégée dans une vie qui n'était pas la sienne, payant le prix de la conformité sociale. Ne fais pas la même erreur, murmura Marie. Mais sois prudente, ton père n'est pas prêt. Cette alliance secrète avec Marie ajouta une couche de complexité. Sophie se sentait coupable de comploter dans le dos de son père, mais la solidarité féminine l'apaisait. Pourtant, la société parisienne, avec ses apparences libérales, cachait des jugements sévères. À la librairie, Sophie surprit des clients discuter d'un couple lesbien harcelé dans le métro. C'est Paris, pas la province, ricana l'un d'eux. Mais l'autre secoua la tête, même ici, les traditions pèsent lourd. Ces conversations amplifiaient ses peurs, la rendant paranoïaque quant au regard des passants quand elle marchait avec Claire. Un incident vint tout précipiter. Sophie et Claire décidèrent de passer une journée à Versailles, loin des yeux indiscrets. Elles riaient, se tenaient la main dans les jardins, oubliant un instant le monde extérieur. Mais sur le chemin du retour, elles croisèrent Jacques par hasard dans une rue animée. Il les vit, main dans la main, et son visage se figea. Sophie. C'est quoi ça, tonna-t-il, attirant les regards des passants. Claire lâcha sa main. Paniquée. Sophie balbutia, papa. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais le mal était fait. Jacques tourna les talons. Furieux. Laissant Sophie en larmes au milieu de la foule. De retour à l'appartement, l'explosion fut inévitable. Tu es. Comme ça? Hurla Jacques. Après tout ce que ta mère et moi t'avons enseigné? Sophie. Tremblante. Avoua enfin, oui. Papa. J'aime Claire. Et je ne peux plus le cacher. Marie tenta d'intervenir, Jacques? Calme-toi. C'est notre fille. Mais il la fusilla du regard, notre fille? Tu l'encourages peut-être. La dispute dégénéra, révélant les failles du mariage. Jacques accusa Marie d'avoir influencé Sophie, ignorant son propre passé. Marie, blessée, répliqua, tu n'as jamais su qui j'étais vraiment. Sophie, spectatrice impuissante, vit sa famille se déchirer sous ses yeux. Les conséquences furent immédiates. Jacques exigea que Sophie choisisse, renoncer à Claire ou quitter la maison. Je ne tolérerai pas ça sous mon toit, déclara-t-il froidement. Sophie, dévastée, passa la nuit chez Claire, où elles pleurèrent ensemble. Je ne veux pas te perdre, murmura Claire. Mais Sophie savait que le choix impliquait un sacrifice, trahir son amour ou abandonner sa famille naissante. Marie l'appela le lendemain, reviens. On va parler. Ne le laisse pas gagner. Cette loyauté de Marie la toucha, mais amplifia sa confusion morale. Était-il juste de forcer son père à accepter ce qu'il abhorrait? Les semaines suivantes furent un combat intérieur incessant. Sophie alternait entre l'appartement et celui de Claire, essayant de recoller les morceaux. Elle rencontra un thérapeute spécialisé en questions LGBT, qui l'aida à explorer ses émotions. Vos choix définissent qui vous êtes, dit-il.
Mais ils ont un prix. Sophie réfléchit à cela. Pesant les dommages, blesser son père, qui avait déjà perdu une épouse, ou nier son identité, risquant la dépression. Claire, patiente mais frustrée, posa un ultimatum, choisis-nous, ou je pars. Dans cette tourmente, une trahison inattendue surgit. Sophie découvrit que Marie avait parlé à Jacques de son propre passé lesbien, dans une tentative de le raisonner. Mais Jacques, au lieu de comprendre, se sentit trahi. Tu m'as menti pendant des années. Il demanda le divorce, accusant Marie d'avoir contaminé la famille. Sophie, apprenant cela, se sentit responsable. C'est ma faute, sanglota-t-elle à Marie. Celle-ci secoua la tête. Non. C'est la sienne. Il refuse d'évoluer. Cette rupture familiale força Sophie à confronter la réalité. L'amour vrai exigeait des sacrifices douloureux. Pourtant, au milieu du chaos, des moments de tendresse émergèrent. Claire et Sophie passèrent une soirée à Montmartre, où Claire jura, peu importe le prix, je suis avec toi. Sophie, émue, réalisa que son amour pour Claire était sa force. Mais le doute persistait, valait-il la peine de détruire une famille pour cela? La société, avec ses lois progressistes mais ses cœurs conservateurs, ne facilitait pas les choses. Des amis de Jacques murmurèrent des jugements, isolant davantage la famille. Le point de non-retour approcha lors d'une confrontation finale avec Jacques. Dans un café neutre, Sophie plaida, « Papa, accepte-moi tel que je suis. » Il hésita. Les yeux humides, « Je t'aime. Mais je ne peux pas cautionner ça. » Sophie partit. Le cœur brisé, sachant que ce choix la marquerait à vie. Marie, solidaire, quitta aussi l'appartement, choisissant la liberté sur la sécurité. Ensemble, elles affrontèrent l'inconnu, payant le prix de leur authenticité. Avec Marie à ses côtés, Sophie entama une nouvelle phase de sa vie, marquée par l'indépendance forcée. Elles louèrent un petit appartement à Belleville, un quartier bohème où les normes sociales semblaient plus fluides. Pourtant, le poids des décisions passées pesait lourd. Sophie se réveillait souvent en sueur, hantée par le regard déçu de son père. Ai-je fait le bon choix, se demandait-elle, scrutant le plafond fissuré. Marie, elle, luttait contre ses propres démons, le regret d'un mariage raté et la joie amère de retrouver sa vérité. Claire rejoignit ce nouveau foyer, formant un trio improbable uni par la douleur partagée. Mais les tensions ne tardèrent pas à ressurgir. Claire, jalouse de la proximité entre Sophie et Marie, lança un soir, « Elle est comme une mère pour toi. » Ou plus. Sophie rit nerveusement, « Ne sois pas ridicule. Elle m'a sauvée. » Pourtant, intérieurement, elle reconnaissait une connexion profonde avec Marie, née de leurs expériences similaires. Cette ambiguïté morale la rongeait, était-ce de la gratitude? Ou quelque chose de plus confus? La société ne leur facilitait pas la tâche. À Belleville, elle rencontrait des regards curieux, des murmures sur « ces femmes ensemble ». Un jour, au marché, une voisine âgée cracha, « Vous déshonorez les valeurs françaises. » Sophie riposta, « Les valeurs évoluent. » Mais les mots laissaient un goût amer, rappelant les définitions rigides de la famille. Au travail, des collègues bien intentionnés posaient des questions intrusives, « Et ton père? Il accepte ?» Sophie esquivait. Mais chaque mensonge érodait son assurance. Jacques, de son côté, sombra dans l'isolement. Il appela Sophie une fois. La voix brisée, « Reviens ?»
On peut arranger ça. Mais quand elle mentionna Claire, il raccrocha. Marie tenta de le raisonner par mail, partageant des articles sur l'acceptation LGBT en France. La loi a changé. Pourquoi pas toi, écrivit-elle. Jacques répondit rageusement, la loi ne dicte pas le cœur. Cette impasse morale soulignait les clivages générationnels, forçant Sophie à questionner si le progrès sociétal était une illusion. Un événement inattendu vint tout bouleverser. Sophie reçut une lettre de l'avocat de son père, annonçant qu'il contestait l'héritage de sa mère, arguant que Sophie avait abandonné la famille. Choquée, elle confronta Marie, il va trop loin. Marie, pâle, avoua, c'est sa façon de punir. Mais on se battra. Claire, furieuse, proposa, laisse-moi l'affronter. Sophie refusa, craignant d'aggraver les choses. Cette bataille légale devint un symbole de leur lutte, amour contre tradition, identité contre héritage. Au milieu de cela, une trahison émergea de l'intérieur. Claire, sous la pression, confia à une amie commune leurs problèmes. Et la rumeur parvint aux oreilles de Jacques. Il l'utilisa comme munition, voir ? Votre amour est instable. Sophie, blessée, accusa Claire, comment as-tu pu ? Claire pleura, j'avais besoin de parler. Je me sens seule dans tout ça. Leur relation vacilla, révélant les fissures causées par les pressions externes. Sophie se demanda si l'amour pouvait survivre à tant de dommages. Marie, sentant la fragilité, organisa une soirée de réflexion. Assises sur le balcon, elles discutèrent des choix éthiques. J'ai sacrifié mon premier amour pour plaire à ma famille, dit Marie. Toi, tu as choisi l'authenticité. Mais à quel prix ? Sophie réfléchit, le prix de la liberté est élevé. Mais le mensonge coûte plus cher. Claire, réconciliée, ajouta, on paie tous. Mais ensemble, c'est supportable. Pourtant, le doute persistait. Amplifié par les nouvelles sociétales, des manifestations pour les droits LGBT contrastant avec des attaques homophobes. La crise culmina lors d'une audience au tribunal. Jacques, face à Sophie, murmura, je fais ça pour te ramener. Elle répliqua. Les yeux emplis de larmes, tu me repousses plus loin. Marie témoigna en faveur de Sophie. Révélant son passé, j'ai vécu dans le mensonge, ne forcez pas votre fille à faire de même. Le juge, ému, statua en faveur de Sophie. Mais la victoire était pyrrhique. Jacques partit, vaincu, laissant un vide irrémédiable. Après cela, Sophie et Claire tentèrent de reconstruire. Elles voyagèrent en Provence, cherchant la paix dans les champs de lavande. Mais les cicatrices restaient. Et si j'avais choisi différemment, confia Sophie à Claire. Celle-ci répondit, tu aurais perdu ton âme. Marie, restée à Paris, entama une nouvelle vie, rejoignant des groupes de soutien LGBT. C'est libérateur, dit-elle à Sophie lors d'un appel. Pourtant, la solitude la rongeait, rappelant le coup de ses décisions passées. Les mois passèrent, marqués par une guérison lente. Sophie écrivit un journal. Explorant ses conflits intérieurs, la joie de l'amour trouvé contre la douleur de la famille perdue. Claire exposa des peintures inspirées de leur histoire, transformant la souffrance en art. Mais un appel inattendu de Jacques changea tout, j'ai réfléchi. Rencontrons-nous. Sophie accepta, le cœur battant, espérant une réconciliation. À un café. Il avoua, j'ai peur de te perdre pour de bon. Elle répondit, accepte-moi.
Et tu ne me perdras pas. Il hésita, mais promit d'essayer. Cette ouverture fragile offrit un espoir, mais souligna les ambiguïtés morales. Le pardon était-il possible après tant de blessures? Sophie, Marie et Claire naviguèrent ces eaux troubles, payant chaque jour le prix de leur choix. La réconciliation avec Jacques fut un processus ardu, semé d'embûches émotionnelles. Leur rencontre était tendue, chargée de silences lourds et de questions non posées. « Parle-moi de Claire » demanda-t-il un jour, maladroitement. Sophie, surprise, décrivit leur amour avec prudence. Jacques écouta, le visage crispé, mais sans interruption. « C'est dur pour moi, » admit-il enfin. « Mais je vois que tu es heureuse. » Ces mots, bien que timides, allumèrent une lueur d'espoir en Sophie. La forçant à confronter son propre ressentiment, pouvait-elle pardonner les blessures infligées? Marie, exclue de ses retrouvailles, luttait avec sa propre amertume. « Il m'a jeté dehors comme un objet cassé », confia-t-elle à Sophie. Celle-ci, déchirée, répondit, « Donne-lui du temps. » Pour nous toutes. Mais intérieurement, elle questionnait la justice de cela. Pourquoi Marie payait-elle le prix le plus élevé? Ayant sacrifié son identité pour un homme qui la rejetait maintenant? Cette inégalité morale amplifiait les tensions, transformant leur trio en un champ de mine émotionnelle. Claire, sentant la distance croissante, exprima ses doutes. « Ton père revient? Et moi? Suis-je encore prioritaire? » Sophie la rassura. Mais les disputes s'enchaînèrent. Une nuit, Claire lança, « Tu choisis la famille qui t'a blessée au lieu de celle qu'on construit. » Sophie, épuisée, répliqua, « C'est plus compliqué que ça. » Leur relation, autrefois refuge, devint source de conflits, illustrant le coût caché de la réconciliation familiale. La société ajoutait son grain de sel. Des amis communs, informés de l'histoire, prirent parti. Certains louaient Sophie pour son courage. D'autres la critiquaient pour avoir détruit son père. À une soirée LGBT, une activiste déclara, « Les familles conservatrices ne changent pas, mieux vaut les couper. » Sophie hésita, « Mais si on ne tente pas ?» Cet débat intérieur reflétait les dilemmes plus larges de la communauté lesbienne en France, entre assimilation et radicalisme. Un tournant dramatique survint quand Jacques invita Claire à dîner. « Je veux essayer, » dit-il. Claire accepta, nerveuse. Le repas fut un exercice de diplomatie, sourire forcé, conversation superficielle. Mais quand Jacques posa une question sur leur futur, Claire répondit franchement, « Nous voulons une vie ensemble. Peut-être des enfants. » Jacques pâlit, « Des enfants? Dans ce genre de famille? » Sophie intervint, « Oui. Papa. L'amour n'a pas de genre. » La soirée se termina en larmes, Jacques partant précipitamment. Plus tard, il appela, « Je ne suis pas prêt pour ça. » Sophie, dévastée, réalisa que certains ponts étaient trop fragiles pour être traversés. Marie, apprenant l'incident, décida d'agir. Elle confronta Jacques seul, « Tu as perdu 2 femmes à cause de tes préjugés. Réveille-toi. » Il riposta, « Et toi? Tu as menti sur qui tu es. » Leur échange dégénéra en révélation douloureuse. Marie avoua son amour passé. Jacques admit sa peur de l'inconnu. « J'ai perdu ma femme. Maintenant ma fille. » Sanglota-t-il. Marie, émue, murmura, « On peut reconstruire? Mais seulement si tu changes. » Cette confrontation, bien que épuisante, planta les graines d'un possible changement. Pour Sophie,
Ces événements amplifièrent ses conflits internes. Elle consulta à nouveau son thérapeute. Suis-je égoïste de vouloir tout? Il répondit, non. Mais l'équilibre exige des compromis. Inspirée, elle organisa une thérapie familiale. Jacques accepta à contre-cœur. Claire avec enthousiasme. Marie avec résignation. Les sessions furent intenses, accusations volèrent. Larmes coulèrent. Tu m'as forcé à choisir? Accusa Sophie son père. Je voulais te protéger, répondit-il. Peu à peu, les murs craquèrent, révélant des vulnérabilités partagées. Pourtant, une nouvelle trahison émergea. Claire, sous stress, flirta avec une ex lors d'une soirée que Sophie découvrit par hasard. C'était rien, plaida Claire. Sophie, blessée, hurla, après tout ce qu'on a sacrifié? Leur relation frôla la rupture, forçant Sophie à questionner si l'amour valait tant de douleur. Marie la consola, les erreurs arrivent quand on est vulnérable. Claire s'excusa profusément, promettant fidélité. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Au fil des mois, un équilibre précaire s'installa. Jacques visita occasionnellement, apprenant à connaître Claire. Elle est bien pour toi, concéda-t-il un jour. Marie entama une relation avec une femme, trouvant enfin son bonheur. Sophie, observant cela, réfléchit au prix payé, perte familiale, cœur brisé, mais aussi croissance personnelle. Était-ce juste, se demanda-t-elle. La haute trame culmina lors d'un anniversaire familial réuni. Tous étaient là, Jacques, Marie, Claire, Sophie. Les tensions sous-jacentes bouillonnaient. Mais un toast de Jacques changea tout, à la famille. Telle qu'elle est. Des larmes coulèrent, marquant une acceptation fragile. Pourtant, Sophie savait que les cicatrices resteraient, rappelant les choix controversés faits. Les mois suivants consolidèrent cette nouvelle dynamique familiale. Mais non sans heurts. Sophie et Claire emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près de la Bastille, symbolisant leur engagement. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Sophie surprit Claire en train de douter lors d'une conversation téléphonique, et si on avait choisi plus simple? Cela raviva ses insécurités. La poussant à confronter Claire, regrettes-tu-nous? Claire nia. Mais le doute semé amplifia les tensions, illustrant comment les traumatismes passés influençaient le présent. Jacques, de son côté, fit des efforts sincères. Il rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT, apprenant à déconstruire ses préjugés. C'est dur, mais nécessaire, confia-t-il à Sophie lors d'un déjeuner. Elle fut touchée, mais questionna intérieurement, était-ce trop tard? Les dommages infligés à Marie, qui vivait maintenant seule malgré sa nouvelle relation, pesaient lourd. Marie avoua, je suis heureuse, mais le passé me hante. Sophie, culpabilisée, se demanda si ses choix avaient injustement sacrifié les autres. La société continuait à tester leurs limites. Un article dans un journal local sur les familles non traditionnelles cita anonymement leur histoire, déclenchant des débats en ligne. Des commentaires haineux affluèrent, détruisent la société française. D'autres soutenaient, l'amour gagne toujours. Sophie, lisant cela, débattit avec Claire, valait-il la peine de tout exposer? Claire répondit, oui. Pour inspirer les autres. Mais les harcèlements en ligne les isolèrent, forçant Sophie à questionner les coûts sociétaux de la visibilité. Un climax final surgit quand Jacques tomba malade. Un cancer diagnostiqué soudainement.
Sophie. Paniquée. Rallia tout le monde. On doit être unis. Déclara-t-elle. Marie, malgré sa rancœur, vint à l'hôpital, pour toi. Sophie. Claire supporta les veillées, mais confia, c'est épuisant. Jacques. Affaibli. Avoua ses regrets, j'ai été un idiot. Pardonnez-moi. Sophie pleura, on te pardonne. Papa. Cette épreuve unit la famille, transformant la douleur en lien, mais souligna les sacrifices, temps perdu, émotions réprimées. Guéri après des mois de traitement, Jacques changea profondément. Il invita Claire à des dîners, apprit sur la culture LGBT. Marie trouva la paix dans sa relation, visitant occasionnellement. Sophie, observant cette évolution, réfléchit aux leçons, les choix moraux ambigus menaient à des résultats imprévus. Mais la persévérance payait. Pourtant, une dernière tension émergea. Claire proposa le mariage, mais Sophie hésita, avec tout ce qu'on a vécu. Est-ce sage? Claire insista, c'est notre victoire. Elles se marièrent dans une cérémonie intime. Jacques marchant Sophie à l'autel. Marie comme témoin. Des larmes de joie coulèrent. Mais Sophie savait que le chemin avait été pavé de pertes. À la fin, Sophie s'assit seule sur un banc face à la Seine, contemplant son parcours. De la perte de sa mère à cette famille recomposée, chaque décision avait eu un prix, cœur brisé, identités affirmées, amour testé. Était-ce juste que l'authenticité exige tant de souffrance? Et vous? Pensez-vous qu'il est moralement acceptable de sacrifier des relations familiales pour poursuivre son identité personnelle? Ou la famille devrait-elle primer malgré tout?